quiconque me regarde aujourd'hui ne voit qu'une vieille femme fragile, mais derrière ce sourire ridé se cache une enfant dont l'innocence fut arrachée par les mains de ceux qui auraient dû la protéger. Les cicatrices les plus profondes sont celles que personne ne peut voir. Je m'appelle Marie Paillet, mais tout le monde me connaît comme Mamie Marie. J'ai 86 ans. J'ai porté un secret pendant plus de 7 décennies qui m'a consumé de l'intérieur comme un poison lent. Je suis née, j'ai grandi à Chennever, une petite ville dans le Lot, en Occitanie, où le soleil se levait paresseusement derrière les montagnes, se couchait en peignant le ciel d'un orange qui semblait une peinture d'artiste. C'était un endroit simple, avec une place centrale, une église blanche, des maisons, avec des cours qui s'étendaient à perte de vue, un endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, sauf ce qui se passait vraiment derrière les portes closes. Notre maison était légèrement à l'écart du centre, sur une route en terre qui devenait boueuse les jours de pluie. C'était une maison en bois simple avec un porche à l'avant où mon père s'asseyait après le travail pour boire un café et regarder le monde passer. Et quel homme était mon père, mon Dieu. Monsieur Antoine Paillet était jardinier avec des mains cailleuses, du travail dur, mais avec une touche si délicate qu'il faisait fleurir les fleurs les plus têtues comme par miracle. J'aimerais vraiment que vous laissiez un commentaire disant d'où vous regardez cette vidéo, savoir que il y a des gens de tant d'endroits différents qui m'écoutent, me donnent la force de continuer cette histoire difficile. Si vous pouvez laisser un petit cœur, vous abonner à la chaîne aussi. C'est comme un câlin virtuel que vous me donnez. Mon père se levait avec les poules, même avant que le soleil n'apparaisse, il se lavait le visage dans la bassine en aluminium dans la cour, buvait un café noir fort qu'il préparait lui-même pour ne pas réveiller ma mère. Partait au travail en sifflotant doucement. Il s'occupait des jardins, des familles riches en ville, mais le jardin qu'il aimait le plus appartenait à Madame Cécile, notre voisine dans la grande maison juste après le virage. Madame Cécile était veuve, sans enfant. Elle traitait mon père avec un respect que tout le monde n'avait pas pour un simple jardinier à l'époque. Monsieur Antoine, vous n'êtes pas jardinier, vous êtes un artiste, disait-elle. Et les yeux de mon père brillaient comme des étoiles. Il passait des heures dans ce jardin, parlait aux plantes, comme si c'était des personnes. Elle répondait en poussant plus belle qu'ailleurs. J'avais 9 ans quand tout s'est passé, mais je me souviens de chaque détail comme si c'était aujourd'hui. Avant cela, ma vie était simple, mais heureuse. Mon père tenait à m'emmener avec lui dès qu'il pouvait. Marie est mon aide spéciale, disait-il fièrement quand quelqu'un demandait ce que je faisais là. J'appris de lui la différence entre toutes les fleurs, le meilleur moment pour planter chacune, la quantité d'eau, de soleil dont elles avaient besoin. Les plantes sont comme les gens, ma fille, m'enseignait-il, chacune a besoin d'un soin différent pour grandir fort. Ma mère, Madame Hélène, c'était une autre histoire. Aussi loin que je me souvienne, elle avait des mauvais jours, comme les appelait mon père, des jours où elle ne sortait pas du lit, où elle pleurait sans raison, où elle cassait des choses, criait sur les murs. Ta mère est malade dans la tête. Marie m'expliquait mon père quand j'étais encore trop jeune pour comprendre. Mais c'est pas sa faute. Nous devons être patients et il était patient. Mon Dieu,
quel homme patient. Les bonjours. Elle souriait même, faisait une tarte à la citrouille délicieuse, me peignait même les cheveux, les tressait. Mais ces jours devenaient de plus en plus rares la plupart du temps. Elle s'asseyait silencieusement dans un coin avec un regard vide ou s'irritait pour des broutilles. Parfois, elle prenait l'argent que mon père gardait sous le matelas, de l'argent durement gagné qu'il économisait pour m'envoyer à l'école dans la ville voisine où l'éducation était meilleure. Pourquoi cette fille a-t-elle besoin de tant d'école? Elle finira comme moi de toute façon à tenir une maison, disait-elle. Et mon père baissait juste la tête, allait travailler plus d'heures pour tout économiser à nouveau. Il y avait des jours où elle me regardait même pas, comme si je n'existais pas. D'autres, elle m'observait comme un faucon, comme si je pouvais faire quelque chose de mal à tout moment, juste comme son père, murmurait-elle avec mépris, comme si comme mon père était la pire chose au monde. Mais mon père, oh mon père, était mon héros, mon refuge, mon ciel étoilé, les nuits sombres. Il me portait sur son dos quand le chemin était trop long pour mes petites jambes. Il me racontait des histoires qu'il inventait sur le moment, avant le coucher. Il m'apprenait à reconnaître les oiseaux par leur chant. Un jour, tu voleras loin. Ma fille, disait-il, plus loin que j'ai jamais pu, les dimanches, notre jour préféré. Nous levions tôt, allions pêcher dans le ruisseau qui donnait son nom à la ville. Nous nous asseyions côte à côte sur la berge, les pieds dans l'eau fraîche, partageant un morceau de pain beurré qu'il apportait enveloppé dans une serviette. C'était les meilleurs moments de ma vie. Quand le monde semblait parfait, je croyais que rien de mal ne pouvait arriver. Mon père avait une manière spéciale de rendre les choses les plus simples magiques quand il pleuvait fort, que j'avais peur du tonnerre. Il m'apprenait à compter les secondes entre l'éclair. Le son, chaque seconde était un kilomètre que l'orage était loin de nous, expliquait-il, et ça devenait un jeu qui chassait la peur. Quand je tombais, m'éraflait le genou, il soufflait 3 fois sur la blessure, disait que son souffle avait des pouvoirs de guérison spéciaux. Je jure que la douleur disparaissait immédiatement. Marie, m'appelait-il toujours avec une telle affection dans la voix qui résonne encore dans mes oreilles aujourd'hui. Promets à ton père que tu ne perdras jamais cette étincelle dans tes yeux, cette manière de voir la beauté en tout. Et je promettais, sans savoir combien cette promesse serait difficile à tenir. Mon père n'était pas un homme instruit, il savait à peine écrire son propre nom, mais il avait une sagesse qu'on n'apprend pas dans les livres. Il connaissait les cycles de la lune, pouvait dire quand il allait pleuvoir, juste en regardant le ciel, comprenait le langage silencieux des plantes. Tout dans la vie a son temps. Ma fille, m'enseignait-il, ça ne sert à rien d'essayer de presser ce qui doit mûrir lentement. J'étais fille unique, le produit d'un mariage qui, comme je l'ai compris des années plus tard, n'a jamais été vraiment heureux. Ma mère s'est mariée parce qu'elle était enceinte. Mon père s'est marié par responsabilité. Il essayait, Dieu sait comme il a essayé de faire fonctionner les choses. Il lui apportait des fleurs, même en sachant qu'elles finiraient à la poubelle. Il lui parlait avec la patience d'un saint, même quand elle le traitait comme s'il était moins qu'humain.
ton père est un faible, me disait ma mère quand nous étions seuls, un homme qui n'a pas eu le courage de quitter cet endroit, de chercher quelque chose de mieux. Je ne comprenais pas comment elle pouvait dire ça d'un homme qui travaillait du lever au coucher du soleil pour s'assurer que nous ne manquions de rien. À l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. Les autres enfants pensaient que ma mère était étrange, disaient qu'elle était folle, finissaient par garder leur distance avec moi aussi. Mais mon père ne me laissait jamais me sentir seule. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Marie, m'expliquait-il une fois quand je rentrais en pleurant, parce que personne ne voulait jouer avec moi, mais un jour, ils verront à quel point tu es spécial. Il essuyait mes larmes avec ses mains cailleuses, m'emmenait aider dans le jardin de Madame Cécile, où je passais l'après-midi à apprendre à faire des boutures de roses. Madame Cécile m'aimait beaucoup aussi. Chaque fois que j'y allais avec mon père, elle m'offrait un verre de lait avec des biscuits à la maïzena qu'elle faisait elle-même. Elle s'asseyait avec moi sur le porche, me montrait des livres avec des images colorées, m'apprenait de nouveaux mots, me racontait des histoires de quand elle était jeune, avait voyagé dans des endroits dont je savais même pas l'existence. Cette fille a une lumière spéciale. Monsieur Antoine, disait-elle à mon père, qui souriait avec cette fierté que seuls les bons parents ressentent. Elle remarquait les problèmes que nous avions à la maison. Il y avait des jours où j'arrivais là avec une ecchymose sur le bras, quand ma mère m'avait saisie avec force, ou avec des cernes sous les yeux pour ne pas avoir bien dormi, parce qu'elle avait passé la nuit à avoir une de ces crises, criant, cassant des choses. Madame Cécile ne demandait jamais directement, mais ses yeux préoccupés disaient tout. Elle commença à m'inviter plus souvent, à m'apprendre à lire, à écrire mieux qu'à l'école, à me montrer qu'il y avait un monde au-delà de notre petite vie. Et ainsi furent mes 9 premières années de vie, une danse constante entre la lumière que mon père apportait, l'ombre que ma mère projetait. J'appris à marcher prudemment, à lire les humeurs, à me cacher quand nécessaire, à garder les secrets de notre maison pour moi, car ce qui se passait entre ces murs était notre affaire, disait toujours mon père. J'avais pas besoin que toute la ville sache. Ce matin de jeudi serait la dernière fois que je verrais mon père partir au travail, sifflotant doucement, promettant de m'apporter une surprise à son retour. S'il y avait j'aurais couru vers lui, l'aurais serré avec toute la force de mes petits bras maigres, lui aurais dit combien je l'aimais, mais on ne sait jamais quand c'est la dernière fois. N'est-ce pas? La vie ne nous prévient pas quand elle va arracher ce que nous chérissons le plus. Ce matin-là, le ciel était plus bleu que d'habitude, les cigales chantaient comme si elles répétaient pour un concert. Il y avait un parfum de jasmin, de nuit dans l'air, même si ce n'était pas le moment pour ces fleurs de s'ouvrir, des détails que je n'ai remarqués qu'après, comme si la nature essayait de m'avertir que quelque chose d'important allait arriver. Mon père partit comme tous les jours, mais avant de partir, il s'arrêta à la porte, se retourna, me sourit d'une manière différente, un sourire qui semblait contenir tous les secrets du monde. Prends soin de ta mère, Marie, furent ses derniers mots, et n'oublie jamais combien ton père t'aime. Je fis un signe de la main négligemment, ne sachant pas que ces mots resteraient à jamais gravés dans ma mémoire comme un trésor précieux que je revisiterai dans les moments les plus sombres à venir. Car ce même jour,
tout ce que je connaissais comme vie s'effondrerait comme un château de sable à la marée haute. Le monstre qui dormait à l'intérieur de ma mère montrerait enfin son vrai visage. C'était un jeudi d'octobre 1945 que mon monde bascula. Je me souviens que le soleil était presque couché, peignant le ciel d'orange quand quelqu'un frappa à notre porte. J'étais dans la cuisine, essayant de faire une bouillie de maïs comme mon père l'aimait. Je voulais le surprendre à son retour du travail. Ma mère était allongée, c'était un de ses mauvais jours. Quand j'ouvris la porte, je vis le visage de Monsieur Juvenal qui travaillait avec mon père dans les jardins des grandes maisons. Monsieur Juvenal n'était jamais un homme de beaucoup de mots, mais ce jour-là, il semblait avoir avalé sa propre langue. Il se tenait là, chapeau à la main, le tournant entre ses doigts comme s'il essayait d'y percer un trou. Il s'est passé quelque chose avec ton père, petite, dit-il enfin, la voix brisée. Au début, je ne compris pas correctement. Je pensais que mon père avait trébuché, s'était blessé à la jambe, quelque chose comme ça. Mais quand je vis les yeux larmoyants de Monsieur Juvenal, je réalisais que c'était plus grave. Son cœur s'est arrêté. Marie, ce fut très rapide. Il n'a pas souffert. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque massive. Les mots entrèrent dans mes oreilles, mais n'avaient pas de sens dans ma tête. Comment mon père pouvait-il être mort? Mon père, qui ce matin même m'avait embrassé sur le front, promis une surprise. Je sentes mes jambes faiblir. Le sol semblait avoir disparu sous mes pieds. J'appelai ma mère, mais elle ne répondit pas. Je dus aller dans la chambre pour la tirer du lit. Maman, Monsieur Juvenal est là, c'est à propos de papa. Elle ouvrit les yeux, irritée d'être réveillée, alla dans le salon, traînant les pieds, attachant sa robe fanée autour de sa taille. Quand Monsieur Juvenal lui dit ce qui s'était passé, je pensais que ma mère s'effondrerait, qu'elle crierait, pleurait, se désespérait. Mais elle resta immobile, le regardant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. C'était pas de la tristesse, pas du choc, comme si elle traitait une information compliquée, et le corps fut la première chose qu'elle demanda, d'une voix froide qui me donna des frissons. Il est chez Madame Marlène. Le médecin est encore là. Ils le ramèneront à la maison dès qu'ils pourront. Ma mère hocha la tête, comme si elle recevait des nouvelles sur le temps, pas sur la mort de son mari. Vous pouvez partir, Monsieur Juvenal. Merci de nous avoir prévenus. Et elle ferma la porte à son visage. Je restais au milieu du salon, les larmes coulant sur mon visage sans que je m'en rende compte. Mon père était mort, mon père, mon héros, mon protecteur, mon meilleur ami. Comment pourrais-je vivre sans lui? Qui m'emmènerait pêcher le dimanche? Qui m'apprendrait les noms des plantes? Qui me défendrait quand ma mère avait ses mauvais jours? Arrête de pleurnicher, petite, dit ma mère, me regardant avec mépris. Il faudra être forte maintenant. Ton père ne reviendra pas. Cette nuit-là, ils ramenèrent le corps de mon père pour être veillé à la maison, comme c'était la coutume à l'époque. Ils le placèrent dans le salon, dans un cercueil simple, avec un chapelet dans ses mains croisées sur sa poitrine. Il semblait dormir, mais son visage n'avait plus cette étincelle de vie qui m'avait toujours enchantée.
Il était pâle, immobile, comme une statue de cire qui ne ressemblait que vaguement à mon père. Les gens de la ville commencèrent à arriver. Voicings, connaissances, même des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Ils apportaient du café, du pain de maïs, s'asseyaient, priaient, racontaient des histoires sur mon père. Monsieur Antoine était un homme bon, disait-il, travailleur, honnête, n'a jamais refusé d'aider quiconque. Madame Cécile fut parmi les premiers à arriver. Elle me serra fort sans rien dire, me tenant contre elle pendant que je pleurais. Cette étreinte sincère fut le seul réconfort que je reçus cette nuit-là. Ensuite, elle s'approcha de ma mère, qui était assise dans un coin étrangement silencieuse. Hélène, entendis-je Madame Cécile dire doucement, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » N'importe quoi. Ma mère hocha, juste la tête sans lever les yeux. Elle semblait être dans un autre monde, comme si cette veillée n'avait rien à voir avec elle. Je passais toute la nuit assise à côté du cercueil de mon père. Je ne pouvais pas le quitter. C'était comme si ma présence pouvait d'une certaine manière le ramener. Les gens essayaient de me faire partir, disaient que j'avais besoin de me reposer, mais je refusais. C'était ma dernière nuit avec mon père. Je n'allais pas gaspiller une seule minute. Des temps and temps. Je tendais la main, touchais sa main, si froide, si différente de ces mains chaudes qui m'avaient toujours donné de la sécurité. Je n'y croyais toujours pas. Comment quelqu'un si plein de vie pouvait-il simplement partir ainsi, sans avertissement? Le lendemain, ils emmenèrent mon père au cimetière. Il fut enterré dans un coin simple, sous un cornouiller qui, ironiquement, était en pleine floraison à cette époque de l'année. Mon père aurait trouvé cela magnifique. Lui qui aimait tant les fleurs, le prêtre dit quelques mots, les gens jetèrent des fleurs sur le cercueil, puis commencèrent à jeter de la terre dessus. Chaque pelletée de terre qui tombait était comme enterrer un morceau de mon cœur avec lui. Quand nous rentrâmes à la maison, le silence était assourdissant. Les gens étaient partis, emportant avec eux le murmure qui rendait d'une certaine manière cette douleur un peu moins solitaire, maintenant. Il n'y avait plus que ma mère, moi, dans un vide qui semblait sans fin. 2 semaines passèrent dans un état de torpeur. Je me traînais dans la maison comme un fantôme, sans envie de manger, de jouer, de vivre. Ma mère me parlait à peine. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre ou assise dans le rocking chair sur le porche, regardant dans le vide. Avec ce même regard vide, les voisins apportaient de la nourriture, demandaient si nous avions besoin de quelque chose, mais ils partaient vite, mal à l'aise, avec l'atmosphère lourde qui s'était installée dans notre maison. C'est dans la 3e semaine, après la mort de mon père, que tout commença à changer. J'étais dans la cour, regardant les plantes que mon père avait soignées avec tant d'affection, qui commençaient maintenant à faner. Quand ma mère apparut à la porte, elle semblait différente. Il y avait une étrange énergie en elle, une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Viens, c'est Marie », m'appela-t-elle avec une voix qui essayait d'être douce, mais qui sonnait faux à mes oreilles. J'obéis avec cette oppression dans ma poitrine que je ressentais toujours quand elle utilisait ce ton quand j'entrais dans le salon.
je vis qu'elle avait emballé toutes les affaires de mon père dans une grande boîte. Ses vêtements, ses quelques possessions, même le chapeau qu'il portait pour travailler. Que fais-tu? Demandai-je, sentant une peur grandir en moi. Nettoyer la maison. Nous n'avons plus besoin de ces choses, répondit-elle, comme si elle parlait de vieux rebuts, pas des souvenirs de mon père, mais maman, ce sont les affaires de papa. Protestai-je, les larmes revenant déjà à mes yeux. Ton père est mort, Marie, mort et enterré. Nous devons avancer, dit-elle avec une froideur qui me glaça jusqu'aux os, comme si elle annonçait qu'elle allait jeter un meuble cassé. Pas les souvenirs de l'homme qui avait été son mari pendant 10 ans. Quand elle prit la boîte, comienza a marcher Deus. Je courus après elle. Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Maman, laisse-moi au moins garder certaines de ses affaires. C'est alors qu'elle se retourna. Je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une haine profonde, viscérale, assez cria-t-il, laissant tomber la boîte sur le sol avec un bruit sourd. Assez de ses pleurs. Ton père était un homme inutile qui n'a même pas pu économiser assez d'argent pour nous laisser en sécurité quand il est mort. Maintenant, je dois porter le fardeau de t'élever seul. J'étais paralysée. Ces mots me frappaient comme des coups de fouet. Comment pouvait-elle parler ainsi de mon père? De l'homme qui avait travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie pour nous donner le meilleur qu'il pouvait. Tu peux pas parler de lui comme ça. Murmurai-je, la voix tremblante de colère, de douleur. C'est alors que je sentis la forte gifle sur mon visage, me prenant tellement par surprise que je trébuchai en arrière. Ma mère ne m'avait jamais frappée ainsi auparavant. Elle avait ses moments d'irritation, de cris, mais elle n'était jamais allée aussi loin. Ne me dis pas ce que je peux ou ne peux pas faire. Petite ingrate, vociféra-t-elle, les yeux injectés de sang, la respiration lourde. Maintenant, je suis celle qui donne les ordres dans cette maison. Tu vas apprendre à me respecter. Cette nuit-là, je m'enfermais dans ma chambre, pleurais jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Je pleurais pour mon père, pour son absence qui faisait mal comme une blessure ouverte. Je pleurais pour la mère que je n'avais jamais vraiment eue, pour la famille qui était maintenant brisée à jamais. Je pleurais pour moi, pour la petite fille de 9 ans qui se retrouvait soudain si seule au monde. Dans les jours qui suivirent, c'était comme si un monstre avait pris possession de ma mère. La femme qui alternait auparavant entre bons et mauvais jours semblait maintenant n'avoir que des jours terribles. Les cris devenaient constants, les gifles fréquentes, pour n'importe quoi. Si je mettais trop de temps à faire une corvée, si la nourriture n'était pas comme elle voulait, si je mentionnais le nom de mon père, ton père n'est plus là pour te gâter. Elle me secouant par les épaules avec une telle force que mes dents claquaient. Maintenant, tu vas apprendre à vivre dans le monde réel. Une nuit, elle rentra. Elle sentant l'alcool. J'avais jamais vu ma mère boire avant. Mon père ne permettait pas d'alcool dans la maison. Elle titubait, disait des choses insensées, riait toute seule. Quand elle me vit assise à la table, essayant de faire mes devoirs, elle s'approcha de moi d'un pas instable. « Regarde toi », dit-elle, saisissant mon menton avec force, me forçant à la regarder. Son visage, exactement les mêmes yeux, la même manière,
Tu penses que je ne sais pas qu'il t'aimait plus que moi, qu'il préférait se tuer au travail pour te donner une école plutôt que de me donner une vie meilleure? J'essayais de me libérer, mais elle serra plus fort. J'étais belle. Tu sais, j'aurais pu épouser n'importe qui, j'aurais pu quitter cette ville, mais je suis restée coincée ici avec un homme qui savait à peine écrire son nom, une fille qui m'a donné que des problèmes. Sa colère était comme un poison qui se répandait dans l'air, m'étouffant. Je réussis à me libérer, courus dans ma chambre, verrouillai la porte. J'entendis quand elle vint après moi, frappant le bois avec une telle force que je pensais qu'elle allait le défoncer. Ouvre cette porte, petite ingrate, ouvre-la ou tu le regretteras. Je me recroquevillai sur le lit, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Après ce qui sembla une éternité, les cris cessèrent et j'entendis ses pas s'éloigner, trébuchant dans le couloir, puis le bruit de son corps tombant sur son lit. Ce n'est qu'alors que je respirai profondément des larmes silencieuses, mouillant mon oreiller. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre de ma chambre le ciel étoilé, je priais pour la première fois depuis la mort de mon père. Je priais pour la force, pour la protection, pour un miracle qui me sortirait de ce cauchemar. Ce que je ne savais pas, c'est que les choses pouvaient encore empirer, et elles le firent. Ma mère commença à m'enfermer dans la maison quand elle sortait. Elle disait que c'était pour que je ne m'enfuis pas, que je ne fasse rien de stupide. Mais je pense, au fond, que c'était pour que personne ne voie les marques qu'elle laissait sur moi. Les bleus sur mes bras, à force de me secouer, la lèvre fendue des fois où elle perdait complètement le contrôle. J'arrêtais d'aller à l'école. Elle disait aux gens que j'étais malade, que j'avais besoin de soins à la maison. En réalité, elle ne voulait pas que je dise à quiconque ce qui se passait entre ces murs. Personne ne te croira. Me menaçait-elle. Ils diront que tu es une menteuse, une ingrate qui veut faire du mal à sa propre mère. Et je la croyais, après tout, qui écouterait une enfant contre la parole d'un adulte, surtout à une époque, dans un endroit où frapper un enfant était considéré comme normal, comme faisant partie de l'éducation. Et ainsi, il m'a rappelé, me rétrécit, essayait de devenir invisible pour ne pas provoquer sa colère. La nuit, quand elle finissait par s'endormir, généralement après avoir bu, jusqu'à s'évanouir, je sortais furtivement de ma chambre, allais à la cuisine, ouvrais le tiroir où mon père gardait ses quelques affaires personnelles, des choses que j'avais réussi à cacher avant que ma mère ne les jette. Un petit couteau de poche qu'il utilisait pour couper des cordes dans le jardin, un mouchoir qui avait encore son odeur, une photo jaunie, la seule que nous avions, prise le jour de mon baptême. Je tenais ces objets contre ma poitrine, comme si je pouvais absorber une partie de sa force, comme si je pouvais sentir sa présence me protéger. Puis je retournais dans ma chambre, les cachant sous le matelas avant que ma mère ne les découvre. C'est une de ces nuits, presque 6 mois après la mort de mon père, que je commençais à planifier ma fuite. Je réalisais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Chaque jour était pire que le précédent. Ma mère s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool, les drogues,
qu'un homme étrange avait commencé à lui apporter. Il y avait des jours où elle ne sortait pas du lit, tremblant, suante, criant sur des gens qui n'étaient pas là. D'autres, elle avait une énergie frénétique, parlait sans arrêt, faisait des plans fous, disait qu'elle nous sortirait de là, qu'elle irait dans la capitale, qu'elle serait riche. Et tous ces jours, j'en faisais les frais. J'étais le punching ball, la soupape de toute la colère, toute la frustration, toute la folie qui l'a consumée. Je ne me souvenais plus comment sourire, comment ressentir de la joie. Mon corps était couvert de marques, mon cœur de cicatrices encore plus profondes. Je commençai à économiser de la nourriture, un morceau de pain par-ci, un fruit par-là. Je rassemblais les quelques vêtements qui m'allaient encore. Je pris l'argent que je trouvais caché dans une boîte à biscuits dans la cuisine, de l'argent que ma mère gardait probablement pour acheter plus d'alcool, de drogue. C'était pas beaucoup, mais peut être assez pour m'emmener dans la ville voisine, où vivait une tante que je connaissais à peine, la sœur de mon père. Je planifiais tout pour un dimanche, un jour où ma mère buvait généralement plus, dormait plus profondément. J'attendrais qu'elle s'endorme, prendrais mes affaires, sortirais par la fenêtre de ma chambre qui donnait sur la cour arrière. De là, je suivrai le chemin que mon père m'avait montré une fois à travers le pâturage de Monsieur Gérard jusqu'à atteindre la route principale. Avec de la chance, je trouverai quelqu'un pour m'emmener à la ville voisine. Mais le destin avait d'autres plans pour moi la veille du jour où j'avais prévu de m'enfuir. Ma mère rentra plus tôt que d'habitude. Elle n'était pas seule. Elle amena avec elle un homme que je n'avais jamais vu auparavant, grand, maigre, avec un regard qui me donna des frissons dès qu'il se posa sur moi. C'est ma fille, dit-elle, me présentant comme si j'étais un objet. Marie, dis bonjour à Monsieur Marchand. Il va rester avec nous un moment. Javalaide traverse, sentant une boule dans ma gorge. Il y avait quelque chose de prédateur dans la manière dont cet homme me regardait, comment sa langue passait sur ses lèvres en me mesurant de la tête aux pieds. S'il vous plaît, murmurai-je, baissant les yeux au sol. Tout le plaisir est pour moi, Marie, répondit-il d'une voix qui ressemblait au glissement d'un serpent. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi. Cette nuit-là, les cris furent pires que jamais, pas seulement de ma mère, mais de cet homme aussi. J'entendis des bruits de meubles traînés, de verres brisés, des rires étranges, puis le silence, un silence lourd, oppressante, qui me terrifia encore plus que les cris. Au milieu de la nuit, quand tout semblait calme, j'entendis la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Je fis semblant de dormir, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'on pouvait l'entendre. Je sentis l'odeur d'alcool, de cigarette, avant même de sentir le poids sur le matelas à côté de moi, puis une main lourde sur ma bouche. Silence, murmura la voix de Monsieur Marchand à mon oreille. Nous ne voulons pas réveiller ta mère. N'est-ce pas? Ce qui se passe ensuite fut si terrible que mon esprit, pour se protéger, effaça beaucoup de détails. Je me souviens de son poids sur moi, de la douleur, de la peur paralysante. Je me souviens d'avoir essayé de crier,
mais sa main cailleuse couvrait ma bouche avec une telle force que je pouvais à peine respirer. Je me souviens des larmes coulant sur mon visage, mes yeux fixés sur la fenêtre où je pouvais voir un petit morceau de ciel étoilé. Je pensais à mon père, pensais que s'il était vivant, rien de tout cela n'arriverait. Il m'aurait protégée, aurait tenu les monstres à distance, mais mon père n'était plus là. J'étais seule avec les monstres qui avaient envahi notre maison. Quand ce fut enfin fini, quando il quitta ma chambre, fermant la porte silencieusement derrière lui, je me recroquevillais sous les couvertures, pleurais. Je pleurais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, jusqu'à ce que mon corps douloureux tombe dans un état d'engourdissement qui n'était pas vraiment du sommeil, mais une évasion temporaire de cette réalité insupportable. Le lendemain, je pouvais à peine marcher. Ma mère ne semblait pas le remarquer, ou si elle le remarquait, elle s'en fichait. Elle était trop occupée avec son nouvel ami, riant fort dans la cuisine, en préparant un petit déjeuner qui sentait meilleur que tout ce qu'elle avait fait ces derniers mois. Viens manger. Marie appela-t-elle comme si c'était un jour normal, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas livré sa propre fille à un prédateur. Je m'assis à la table, les yeux baissés, incapable de regarder l'un ou l'autre. Je sentais le regard de Monsieur Marchand sur moi, ce même regard prédateur de la nuit précédente. J'avais la nausée, mais me forçais à avaler un peu de café pour ne pas attirer l'attention. Aujourd'hui, tu vas nettoyer toute la maison, annonça ma mère, comme si elle m'annonçait une bonne nouvelle. Monsieur Marchand aime une maison bien rangée. N'est-ce pas, Marchand? Il hocha la tête, passant la main dans ses cheveux huileux. Je l'aime, Hélène. Et j'aime aussi une fille qui sait obéir. Le double sens de ces mots ne m'échappa pas. Même à seulement 10 ans, je compris à ce moment que le cauchemar de la nuit précédente n'avait pas été un événement isolé. C'était le début de quelque chose de bien pire. Quand ils partirent après le petit déjeuner, ils dirent qu'ils allaient acheter des cigarettes. Je courus dans la cour, vomis tout ce que j'avais réussi à avaler. Puis, avec des jambes tremblantes, un cœur battant de manière erratique, je rentrai à l'intérieur, allai directement dans ma chambre. Je pris le baluchon que j'avais déjà préparé pour ma fuite, y mis les quelques souvenirs de mon père que j'avais réussi à sauver, sortis par l'arrière. Je ne pouvais pas attendre jusqu'au dimanche. Je ne pouvais pas passer une autre nuit dans cette maison, même si je ne pouvais pas atteindre ma tante, même si je devais dormir dans les bois, ce serait mieux que de rester là, attendant que le monstre revienne. Mais je n'atteignis même pas le bout de la cour. Ma mère, Monsieur Marchand revenait, je les vis tourner le coin. Je courus à la maison, cachai le baluchon sous le lit, fit semblant de nettoyer la chambre comme elle l'avait ordonné. Ce fut sans doute la pire semaine de ma vie. Chaque nuit apportait la même horreur, le même désespoir. Le jour, ma mère me traitait soit avec une indifférence complète, soit avec une cruauté calculée, me forçant à travailler jusqu'à l'épuisement, m'humiliant devant Monsieur Marchand, me frappant pour n'importe quelle raison, ou sans raison du tout.
tu devrais me remercier, dit-elle une nuit après m'avoir donné une gifle si forte que mon oreille bourdonnait. Marchand t'aime, il peut nous sortir de cette misère, nous emmener dans la grande ville. Mais pour ça, tu dois lui plaire. Compris? Je compris parfaitement. Ma propre mère me vendait, me sacrifiait pour ce qu'elle pensait être une vie meilleure. L'amour qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti pour moi s'était transformé en quelque chose de bien pire. Une indifférence si profonde qu'elle lui permettait de fermer les yeux sur la souffrance de sa propre fille. C'était le dimanche, le jour où j'avais initialement prévu de m'enfuir, que tout culmina. J'étais en train de laver le linge dans le lavoir de la cour. Mes mains déjà à vif d'avoir frotté quand j'entendis des cris venant de l'intérieur de la maison. Ma mère, Monsieur Marchand se disputait à propos de quelque chose lié à l'argent, à propos de lui ayant promis de lui donner plus qu'il ne donnait. Tu as dit que tu me sortirais d'ici. Criait-elle, sa voix pâteuse, à cause de l'alcool qu'elle consommait déjà tôt dans la journée. Tu as dit que tu avais de l'argent, que tu connaissais des gens importants. Tu as dit que ta fille en valait la peine, répondit-il, sa voix froide comme de la glace. Mais c'est juste une gamine pleurnicharde, incapable même de faire correctement ce que je veux. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que je n'eus à peine le temps de le traiter. J'entendis le bruit de quelque chose qui se brisait, puis le son d'un corps tombant lourdement au sol, puis le silence, un silence lourd chargé de quelque chose de terrible. Je restais paralysée dans la cour, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Quelques minutes plus tard, Monsieur Marchand sortit par la porte de la cuisine. Il y avait du sang sur sa chemise, sur ses mains. Il ne me vit pas, passa juste à côté de moi, comme si j'étais invisible, disparut sur la route en terre qui passait derrière notre maison. Quand j'eus enfin le courage d'entrer, je trouvai ma mère allongée sur le sol du salon, un filet de sang coulant de son front où une blessure ouverte montrait où elle avait heurté le coin de la table. Elle était immobile, mais respirait. À ce moment, quelque chose en moi se brisa. Je ne ressentis ni pitié, ni peur, rien d'autre qu'une profonde lassitude. J'étais fatiguée de vivre dans cet enfer, d'être traitée comme un objet, d'être abusée, négligée par les gens qui auraient dû me protéger. J'allais chercher mon baluchon caché sous le lit, retourner dans le salon, sans regarder à nouveau ma mère inconsciente sur le sol, marchai vers la porte. C'est alors que j'entendis sa voix faible, mais chargée de haine. Si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Je m'arrêtais, la main déjà sur la poignée. Ne me retournez pas. Je voulais pas voir son visage, ne voulais pas garder cette dernière image d'elle. Je n'ai pas l'intention de revenir, répondis-je d'une voix qui ne semblait pas la mienne, une voix qui semblait plus vieille, plus fatiguée qu'aucune enfant de 10 ans ne devrait l'être. Et puis elle dit quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. Je viendrai te chercher, je te trouverai où que tu ailles, et quand je te trouverai, tu regretteras d'être né
ce fut la goutte d'eau. Le peu de maîtrise de moi que j'avais encore s'évapora. Je me retournai, la confrontant pour la première fois, la voyant allongée sur le sol, saignante, pathétique dans sa colère impuissante. « Tu n'es pas ma mère est morte avec mon père. » La haine que je vis dans ses yeux à ce moment aurait dû me effrayer, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme si j'avais vieilli de 10 ans en ces 6 derniers mois, comme si j'avais vu tant d'horreurs que plus rien ne pouvait m'affecter. Je sortis par la porte, commençai à courir. Je courus comme j'avais jamais couru auparavant, sans regarder en arrière, sans penser à rien, sauf à mettre le plus de distance possible entre moi. Cette maison qui était devenue mon enfer personnel, je ne sais pas combien de temps j'ai couru, ni exactement où j'allais. Je sais seulement que, à un moment, épuisée, les pieds saignants dans mes vieilles chaussures, j'atteignis la maison de Madame Cécile. Je n'avais pas prévu d'y aller. Mes pieds semblaient avoir décidé d'eux-mêmes. Je frappai à la porte avec les dernières forces qu'il me restait quand elle ouvrit, quand je vis son visage gentil se transformer en horreur en me voyant dans cet état saillant, blessé, les yeux vides à force de pleurer. Je me fondrai simplement à l'aide fut tout ce que je réussis à dire avant que le monde ne s'assombrisse autour de moi. Je me réveillai dans une chambre propre, aérée, avec des rideaux en dentelle, ondulants, dans la légère brise venant de la fenêtre. Pendant un moment, je pensais que tout avait été un terrible cauchemar, que je trouverais mon père entrant par la porte à tout moment, mais la douleur dans mon corps, les bleus sur ma peau, me ramenèrent à la réalité. Je n'étais pas chez moi, j'étais chez Madame Cécile. Elle entra dans la pièce, portant un plateau avec de la soupe, du pain. Elle avait un sourire gentil sur le visage, mais ses yeux montraient de l'inquiétude. « Tu es enfin réveillée ?» dit-elle, posant le plateau sur la table de chevet. « Elle ne demanda rien, ne me pressa pas. » S'assit juste au bord du lit, tint ma main pendant que je mangeais lentement, chaque cuillerée semblant peser une tonne. Je restai 3 jours sans pouvoir parler correctement. Je ne répondais que par des gestes, des hochements de tête, des monosyllabes. C'était comme si ma voix était restée coincée dans cette maison avec toutes les parties de moi qui avaient été détruites. Madame Cécile respecta mon silence. Elle soigna mes blessures, me donna des vêtements propres, me laissa dormir autant que j'en avais besoin. Le 4e jour, quand le soleil entrait par les fentes du rideau, formant des motifs sur le plancher en bois, je réussis enfin à parler. Les mots vinrent difficilement, interrompus par des sanglots, par des moments où l'air semblait disparaître de mes poumons. Je lui racontais les gifles, les insultes, les humiliations. Je lui parlais de l'homme, de ce qu'il m'avait fait ces nuits sombres. Je lui parlais de l'indifférence de ma mère, de comment elle savait. Permettait, comme si je n'étais rien d'autre qu'une monnaie d'échange. Madame Cécile écouta sans interrompre. Je vis les larmes silencieuses couler sur son visage ridé. Je vis comment ses mains serraient le chapelet qu'elle portait toujours avec elle. Quand je finis, épuisée, elle me serra dans ses bras d'une manière que je n'avais pas été serrée depuis des mois, avec affection, avec respect, avec une protection véritable. « Tu ne retourneras jamais dans cette maison.
Marie, promit-elle, la voix ferme, malgré les larmes, jamais plus. Ce même jour, Madame Cécile appela la police. Le shérif vint à la maison, un homme d'âge moyen avec une épaisse moustache, des yeux sérieux. Je dus tout raconter à nouveau, chaque détail douloureux. Pendant qu'il prenait des notes dans un carnet usé, je vis son visage se durcir quand je parlais de Monsieur Marchand. Je vis la compassion dans ses yeux. Quand je parlais des nuits où ma mère m'enfermait dans la chambre, sans nourriture, en punition pour n'importe quoi. Nous allons aller chercher ta mère. Cet homme, Mashurati, il, ajustant son chapeau sur sa tête avant de partir, aucun enfant ne mérite de passer par ce que tu as traversé. Petite, 2 heures plus tard, nous apprîmes qu'ils avaient trouvé ma mère, mais pas Monsieur Marchand. Il avait disparu, probablement fui dans une autre ville dès qu'il avait réalisé ce qu'il avait fait. Ma mère fut emmenée au poste de police. Cryant, donnant des coups de pied, disant que j'étais une menteuse, que j'inventais des histoires pour lui faire du mal. Mais les bleus sur mon corps racontaient une autre histoire. Quand le médecin de la ville m'examina, confirma les abus, il n'y avait plus moyen de nier. Ma mère fut arrêtée, accusée de négligence, de maltraitance, de complicité dans les abus que j'avais subis. J'appris plus tard qu'elle fut envoyée dans un hôpital psychiatrique à Toulouse, où plusieurs maladies mentales furent diagnostiquées. Je ne la revis jamais. Quant à Monsieur Marchand, ils ne découvrirent jamais où il était. Parfois, dans mes cauchemars, je vois encore son visage, je sens encore son odeur de cigarette, de sueur, j'entends encore sa voix murmurer à mon oreille, mais avec le temps, j'appris à me réveiller de ces cauchemars, à me souvenir que j'étais en sécurité, qu'il ne pouvait plus jamais m'atteindre. Madame Cécile devint ma tutrice légale. Ce ne fut pas facile. À l'époque, une femme célibataire adoptant un enfant était presque impensable, surtout dans une petite ville comme Chêne-Vert, mais elle était respectée dans la communauté, avait de l'argent, de l'influence et surtout voulait me donner un foyer. Elle lutta pour moi comme personne ne l'avait fait auparavant. L'adaptation fut lente, douloureuse. J'avais des cauchemars presque toutes les nuits. Je me réveillais en criant, en sueur froide, pensant que j'étais de retour dans cette maison, que ma mère me frappait, que Monsieur Marchand entrait dans ma chambre. Madame Cécile ne perdait jamais patience. Elle s'asseyait à côté de moi, tenait ma main jusqu'à ce que je me calme, me racontait des histoires joyeuses jusqu'à ce que je puisse me rendormir. Le jour, les fantômes me poursuivaient aussi. J'avais peur de sortir, peur que les gens sachent ce qui m'était arrivé, qu'ils me jugent, qu'ils murmurent dans mon dos. La honte était comme un lourd manteau que je portais, même si, au fond, je savais que la faute n'était pas la mienne. Madame Cécile engagea une tutrice privée, Madame Eunice, pour m'enseigner à la maison, puisque je ne pouvais pas encore affronter l'école. Madame Eunice venait 3 fois par semaine m'enseigner l'anglais, les mathématiques, les sciences et surtout me traitait comme une enfant normale, pas comme une pauvre petite chose. Peu à peu,
je commençais à me reconstruire. J'appris à faire confiance à nouveau, d'abord à Madame Cécile, puis à Madame Eunice, puis au jardinier qui s'occupait des rosiers, qui avait des mains cailleuses comme mon père, puis au chien errant que Madame Cécile adopta pour me tenir compagnie. Sa maison était grande, en vieille, pleine de coins à explorer, de livres à lire, d'histoires à découvrir. Elle était si différente de la petite maison étouffante où j'avais vécu avec mes parents que parfois il semblait que cette vie précédente était arrivée à quelqu'un d'autre, pas à moi. Madame Cécile n'a jamais essayé de remplacer mes parents. Elle ne m'a jamais demandé de l'appeler maman, n'a jamais prétendu que le passé n'existait pas. Au contraire, elle m'encourageait à parler de mon père, à garder vivant les bons souvenirs, ses enseignements sur les plantes, sur la vie. Et quand la douleur de sa perte devenait insupportable, elle me serrait simplement dans ses bras, disait « Pleure, autant que tu en as besoin. Marie, les larmes nettoient l'âme. À propos de ma mère, nous parlions moins, pas par interdiction ou tabou, mais parce que les blessures étaient encore trop ouvertes. Avec le temps, Madame Cécile m'aida à comprendre que ma mère était une personne malade, que ce qu'elle avait fait n'était pas par pure méchanceté, mais d'un esprit brisé qui n'avait jamais reçu le traitement approprié. Ça ne justifie pas ce qu'elle t'a fait, m'expliqua Madame Cécile un jour, alors que nous brodions ensemble sur le porche. Rien ne le justifiera jamais, mais comprendre peut t'aider à ne pas porter le poids de la haine pour le reste de ta vie. Et elle avait raison, il fallut des années, des décennies même, mais finalement, je réussis à ne pas haïr ma mère, je ne lui ai pas pardonné. Il y a des choses qui vont au-delà du pardon humain, mais j'ai appris à ne pas laisser la haine pour elle consumer ma vie, mon avenir. Conduit 12 ans, Madame Cécile me demanda si je voudrais retourner à l'école régulière. J'avais peur, bien sûr, mais quelque chose en moi voulait essayer, dans mon esprit d'enfant. Retourner à l'école était comme prouver que j'avais survécu, que les monstres n'avaient pas gagné. Le premier jour fut terrible. Les regards, les murmures, les questions à peine déguisées. La ville était trop petite pour que mon histoire ne soit pas connue, déformée, amplifiée dans les cercles de potins. Pendant la récréation, je restais seule dans un coin de la cour, souhaitant pouvoir disparaître. C'est alors qu'elle s'approcha, Lucy, une fille maigre avec des tresses, un sourire facile. Elle s'assit à côté de moi sans cérémonie, offrit la moitié de son sandwich, commença à parler de comment le professeur de mathématiques avait une moustache qui ressemblait à celle de son père. Elle ne demanda rien sur mon histoire, ne me traita pas comme une pauvre chose, offrit simplement son amitié. Simple comme cha. Lucie devint ma première véritable amie. Avec elle, je réappris à jouer, à rire, à être une enfant. Nous allions à l'école ensemble, étudions ensemble, passions les week-ends chez l'une ou l'autre. Sa famille m'accueillit comme si j'étais une fille, sans question, sans jugement. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je sentis que já appartenais quelque part. Les années passèrent, les blessures les plus superficielles guérirent. Je terminais l'école primaire, entrais au collège, commençais à rêver d'un avenir. Je voulais être enseignante, comme Madame Eunice, Mademoiselle Thérèse.
Je voulais faire une différence dans la vie d'autres enfants. Madame Cécile soutint mon rêve dès le début. L'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever. Marie, disait-elle, et elle économisa pour m'envoyer dans une bonne école dans la capitale quand le moment viendrait, quand j'eusse 15 ans. Madame Cécile tomba malade. Au début, c'était juste des douleurs articulaires, de la fatigue, des choses qu'elle attribuait à son âge avancé. Mais bientôt, il devint clair que c'était plus grave. Le médecin de la ville, après de nombreux tests, diagnostiqua un cancer avancé. Il lui donna seulement quelques mois à vivre. Ce fut mon tour de prendre soin d'elle. Comme elle avait pris soin de moi, je laissais temporairement l'école, me consacrais entièrement à rendre ces derniers jours aussi confortables que possible. Je lui disais, quand ses yeux étaient trop fatigués, peignait ses cheveux blancs qui tombaient peu à peu, tenait sa main les nuits où la douleur était trop forte pour dormir. Dans ces derniers jours, avec une voix faible, mais des yeux encore pleins de cette lumière spéciale, Madame Cécile me fit promettre de ne pas laisser le passé définir mon avenir, que je vivrais pleinement, que je chercherais le bonheur que je méritais. 2 mois avant mes 6 ans, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Le vide qu'elle laissa fut immense. Une douleur différente de toutes celles que j'avais ressenties. C'était pas la douleur aiguë, violente des abus, ni le désespoir étouffant de la perte de mon père. C'était une tristesse profonde, mêlée de gratitude, d'amour, de la certitude que j'avais été bénie d'avoir eu cette femme extraordinaire dans ma vie, même si pour peu de temps, le testament de Madame Cécile révéla qu'elle avait tout prévu, la maison, ses possessions, un compte d'épargne considérable, tout me fut laissé. Plus que cela, elle avait arrangé pour que je sois sous la tutelle de sa nièce, Carmen, une jeune femme gentille qui vivait à Toulouse, qui ne vint à Chêne-Vert que pour l'enterrement de sa tante. Pour me rencontrer, Carmen me donna un choix. Je pouvais rester à Chêne-Vert, dans la maison qui avait été celle de Madame Cécile, avec une gouvernante pour s'occuper de moi jusqu'à ce que j'atteigne la majorité, où je pouvais aller avec elle à Toulouse, où j'aurais plus d'opportunités éducatives. Je choisis Toulouse à 16 ans. Je laissais Chêne-Vert derrière, déménager dans la grande ville, un monde complètement différent de tout ce que je connaissais. Lucie pleura en disant au revoir, promettant de me rendre visite pendant les vacances. La maison de Madame Cécile fut louée à une jeune famille, l'argent allant sur un compte à mon nom, à utiliser quand j'atteindrai 18 ans. S'adapter à la vie à Toulouse ne fut pas facile. Le bruit, l'agitation, l'impersonnalité des gens, tout m'effrayait, mais Carmen était patiente, me donnait du temps, de l'espace pour m'adapter à mon rythme. J'entrais dans une bonne école. Grâce à l'argent que Madame Cécile avait laissé, je ne me fis pas beaucoup d'amis. Je portais encore cette méfiance, cette peur de me rapprocher trop des gens, mais je me consacrais à mes études avec une détermination qui surprenait même les enseignants. C'est à cette époque que je commençais à travailler à temps partiel dans un café près de chez moi. Je n'avais pas besoin d'argent, puisque l'héritage de Madame Cécile, le loyer de la maison à Chêne-Vert, me donnait une sécurité financière que beaucoup de filles de mon âge n'avaient pas. Mais je voulais l'expérience
l'indépendance. Le sentiment de construire quelque chose pour moi-même. Le café appartenait à un couple italien, les Rossi, qui étaient venus en France quand ils étaient jeunes, fuyant la pauvreté de l'Italie d'après-guerre. Madame Marie, la femme, avait une manière maternelle qui me rappelait un peu Madame Cécile. Monsieur Albert, le mari, était plus réservé, mais avait un cœur énorme qu'il cachait derrière une façade de dur à cuire. Tu as du talent pour ça, petite, me disait-il quand j'appris rapidement à utiliser la machine à café, à servir les clients avec un sourire, à équilibrer plusieurs plateaux à la fois. Un jour, tu auras ta propre affaire, tu verras. Ces mots plantèrent une graine en moi. Je n'avais jamais pensé à avoir ma propre entreprise. J'avais toujours imaginé suivre une carrière d'enseignante, mais je réalisais que j'aimais l'environnement du café. Le rythme rapide, le contact avec les clients. J'aimais voir la satisfaction sur les visages des gens quand je servais quelque chose de délicieux, la sensation de créer de petits moments de bonheur au milieu de la routine animée de la grande ville. Quant Ius Etinence, je passais le concours pour l'école normale, comme je l'avais toujours rêvé. Je réussis en première place, à la fierté de Carmen, et je suis sûre de Madame Cécile, où qu'elle soit. Mais je décidais aussi de suivre un cours technique en administration des affaires. Le soir, je voulais être préparée pour n'importe quel chemin que la vie me présenterait. Pendant les 4 années suivantes, je divisais mon temps entre les études, le travail au café, qui n'était plus à temps partiel, mais à temps plein. Les Rossi m'avaient promue gérante, me faisant confiance pour ouvrir, fermer l'établissement, traiter avec les fournisseurs, former les nouveaux employés. C'est là, au Café des Rossi, que je rencontrais Georges, un jeune enseignant qui venait tous les matins avant de donner ses cours. Il commandait toujours la même chose, un café noir, sans sucre, un pain au fromage. Il s'asseyait à la même table près de la fenêtre, lisait le journal, parfois corrigeait les copies des élèves. Notre histoire commença lentement, progressivement. D'abord, juste des sourires polis quand je servais son café, puis des commentaires brefs sur le temps, sur une nouvelle dans le journal qu'il lisait. Un jour, il oublia un livre sur la table, Le Petit Prince, une vieille édition aux pages déjà jaunies. Je le gardais pour le lui rendre le lendemain. C'est mon livre préféré, dit-il quand je le lui tendis, un sourire illuminant son visage d'une manière qui fit battre mon cœur. Il risque d'être oublié par une rose qu'on doit apprivoiser, répondis-je, sans réfléchir, citant un autre passage du livre. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, de plaisir. Tu l'as lu plusieurs fois aussi. C'est mon préféré. Ce fut le début de nombreuses conversations sur les livres, les films, les rêves, les peurs. Georges était différent de tous les hommes que j'avais connus, doux sans être faible, fort sans être intimidant, drôle sans être cruel. Peu à peu, sans que je m'en rende compte, les murs que j'avais construits autour de mon cœur commencèrent à montrer de petites fissures. Il me fallut du temps pour réaliser que je tombais amoureuse. Et quand je le fis, la peur me paralysa presque. Les fantômes du passé revinrent avec force.
Les mains rudes de Monsieur Marchand, son haleine d'alcool, la douleur, le dégoût, la honte. Comment pouvais-je aimer quelqu'un après tout cela? Comment pouvais-je faire assez confiance à un homme pour le laisser s'approcher? La première fois que Georges m'invita à sortir, une simple invitation à voir une pièce de théâtre, je faillis refuser. Mais ensuite, je me souvins de la promesse que j'avais faite à Madame Cécile, vivre, aime, me laisser aimer notre cour fut lente, respectueuse. Chaque pas fait avec soin, considération. Georges ne me pressa jamais, ne demanda jamais plus que ce que j'étais prête à donner quand les fantômes apparaissaient. Et ils apparaissaient fréquemment au début. Il était patient, me donnait de l'espace, me rappelait que j'étais en sécurité, qu'il ne me ferait jamais de mal. À 21 ans, j'épousai Georges dans une cérémonie simple, juste avec nos amis les plus proches, sa famille qui m'accueillit comme une fille. Carmen était là, bien sûr, radieuse de me voir enfin trouver le bonheur que je méritais, à l'hôtel. Alors que nous échangions nos vœux, je pensais à toutes les personnes qui avaient fait partie de mon parcours jusque-là. Je pensais à mon père avec ses mains cailleuses. Son sourire doux, je pensais à Madame Cécile, qui m'avait appris ce qu'était l'amour véritable, inconditionnel. Et étonnamment, je pensais même à ma mère, pas avec colère ou ressentiment, mais avec une sorte de compréhension triste pour ce qui aurait pu être. Ne fut pas notre première année de mariage, fut une année d'adaptation, d'apprentissage, de découverte. Je dus désapprendre la peur, apprendre à faire confiance, à m'ouvrir, à être vulnérable, sans m'attendre à être blessée. Georges fut mon partenaire dans ce processus, patient, aimant, me montrant chaque jour que tous les hommes n'étaient pas comme Monsieur Marchand, qu'il pouvait y avoir de la beauté, de la joie dans l'intimité, à 23 ans, contre toute attente, toute peur. J'eus notre premier enfant, Cécile, en hommage à la femme qui m'avait sauvé la vie, tenir ce petit être dans mes bras, sentir sa chaleur, voir son petit visage parfait, était comme un cercle qui se fermait. Moi, qui avais tant souffert aux mains de ceux qui auraient dû me protéger, j'avais maintenant la responsabilité sacrée de protéger une autre vie. Je jurais à ce moment que ma fille ne connaîtrait jamais le genre de douleur que j'avais connu, qu'elle grandirait entourée d'amour, de sécurité, de joie, qu'elle saurait sa valeur, sa force, son importance dans le monde. 2 ans plus tard vint Antoine, notre second enfant, nommé en hommage à mon père. Notre famille était complète. Georges fut le père dont j'avais rêvé pour mes enfants. Présent, affectueux, ferme quand nécessaire, mais c'est moins cruel. Yamaïs abusif. La vie n'était pas toujours facile. Nous avions des difficultés financières, des problèmes de santé, des défis comme toute famille, mais nous affrontions tout ensemble, comme partenaires, comme amis, comme amants. Et à chaque obstacle surmonté, je sentais ma force croître, ma confiance se solidifier. Je continuais à enseigner, mais je repris aussi les études. Je fis une spécialisation en psychopédagogie, me concentrant particulièrement sur les enfants traumatisés
je voulais donner à d'autres enfants ce que Madame Cécile m'avait donné, une chance de recommencer, de guérir, de grandir au-delà des cicatrices à Sœur-Tillon, avec le soutien de Georges, en utilisant une partie de l'héritage que Madame Cécile m'avait laissé. J'ouvris un petit centre de soutien pour les victimes d'abus sur enfants. C'était un endroit accueillant où nous offrions non seulement de la thérapie, un suivi scolaire, mais aussi de l'amour, de la compréhension, de l'espoir. Je l'appelais Maison Cécile. Et dans le jardin d'entrée, je plantais les mêmes roses que mon père soignait avec tant d'affection. Chaque enfant qui passait par ces portes emportait un peu de moi, un peu de mon père, un peu de Madame Cécile. Chaque sourire reconstruit, chaque cauchemar surmonté, chaque avenir sauvé était une victoire, pas seulement pour cet enfant, mais pour moi aussi. Les années passèrent, les enfants grandirent, suivirent leur propre chemin. Cécile devint avocate, spécialisée dans les droits des enfants, des jeunes. Antoine suivit la voie de la médecine, devenant pédiatre, dédié particulièrement aux enfants qui avaient subi des traumatismes. Georges et moi vieillîmes ensemble, notre amour mûrissant comme un bon vin, gagnant en profondeur. En complexité, Henriques, la Maison Cécile grandit, s'agrandit, devint une référence dans le travail avec les enfants traumatisés. J'ai reçu des prix, des reconnaissances, des invitations à parler dans des conférences, des universités, mais rien de tout cela ne se comparait à la simple joie de voir un enfant qui arrivait brisé, méfiant, blessé, s'épanouir peu à peu, trouver sa voie, retrouver sa capacité à rêver. Quand Georges décéda à 70 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral soudain, ironiquement la même cause de la mort de mon père tant d'années auparavant, je pensais que je ne supporterais pas la douleur. Elle était immense. Le vide laissé par son absence semblait impossible à combler, mais il y avait sa prise tout au long d'une vie qui n'était pas toujours facile, mais immensément riche, que nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons, que la douleur, aussi intense soit-elle, ne nous détruit pas complètement si nous ne le permettons pas. Je continuais mon travail à la Maison Cécile. Maintenant, avec l'aide de mes enfants, petits-enfants, je continuais à partager mon histoire, car je réalisais qu'en le faisant, je donnais la permission à d'autres personnes de partager leurs propres histoires de douleur, de dépassement. Et maintenant, à 86 ans, je regarde en arrière, je vois pas seulement la douleur, la souffrance, les pertes, mais aussi la résilience, l'amour, les victoires. Je vois une vie qui, bien qu'ayant commencé dans les ombres les plus sombres, a trouvé son chemin vers la lumière. Je ne porte plus d'honte, je ne porte plus de culpabilité, je porte des cicatrices. Oui, elles font partie de qui je suis, témoin de ce que j'ai survécu. Médaille d'une guerre qui a presque me détruite, mais ne l'a pas fait. J'aurais pu devenir amère, rancunière, fermée au monde. J'aurais pu permettre au mal qui m'a été fait de définir qui j'étais, qui je serais,
Mais j'ai choisi un autre chemin. J'ai choisi de transformer la douleur en but. J'ai choisi d'être pour les autres ce que Madame Cécile fut pour moi, une lumière au bout du tunnel, une main tendue, une chance de recommencer. Aujourd'hui, quand je regarde dans les yeux de mes petits-enfants, quand je vois mes arrière-petits-enfants courir dans le jardin de la maison que Georges et moi avons construite avec tant d'amour, je ressens une gratitude si profonde que je peux à peine l'exprimer en mots. Gratitude d'avoir survécu, gratitude d'avoir trouvé des gens qui m'ont aidé à reconstruire non seulement ma vie, mais ma capacité à faire confiance, à aimer, à rêver. Je rêve encore parfois de ma mère, pas de la femme détruite par la maladie mentale, la haine qui m'a poursuivie ces derniers mois, mais de la femme qu'elle aurait pu être si elle avait reçu de l'aide à temps, si elle avait réussi à surmonter ses propres démons. Je me réveille de ces rêves, non pas avec peur ou colère, mais avec une tristesse calme pour ce qui aurait pu être, ne fut pas. J'appris de nombreuses années plus tard qu'elle mourut dans cet hôpital psychiatrique où elle fut internée sans jamais avoir été libérée. Je ne suis pas allée à l'enterrement, pas par ressentiment, mais parce que à ce moment-là, elle était plus une étrangère pour moi que la femme qui m'avait mise au monde, mais j'ai allumé une bougie pour elle, prié pour qu'elle ait trouvé la paix qu'elle n'a jamais connue dans sa vie. Quant à Monsieur Marchand, il ne purgea que 7 des 15 ans de sa sentence, libéré pour bonne conduite, quelque chose de courant à l'époque pour ce type de crime. Il disparut après cela, s'évanouit dans le monde. Pendant de nombreuses années, j'avais peur qu'un jour il me retrouve, me fasse à nouveau du mal, mais avec le temps, je réalisais que le vrai pouvoir qu'il avait sur moi n'était pas dans la possibilité de me trouver physiquement, mais dans la peur que je nourrissais. Et quand j'ai lâché cette peur, c'était comme s'il avait complètement disparu de ma vie. C'est drôle comme la vie forme un cercle complet, n'est-ce pas? La fille effrayée qui s'enfuit autrefois sur ses routes en terre, saignante, pleurant, sans savoir où aller, est aujourd'hui une dame aux cheveux blancs, entourée d'amour, respectée dans la communauté, avec une grande famille unie, avec un héritage d'espoir, de guérison pour les centaines d'enfants qui sont passés par la Maison Cécile au fil des décennies. Si je pouvais dire quelque chose à cette fille effrayée que j'étais, je lui dirais que tout ira bien, que ça fera mal, beaucoup, pendant un temps qui semblera sans fin, que les cicatrices ne disparaîtront jamais complètement, mais qu'un jour, elle regardera en arrière, verra non seulement la douleur, mais aussi la force, la résilience, l'incroyable capacité de l'être humain à se reconstruire. Même après les pires dévastations, je lui dirais aussi qu'elle trouvera l'amour, un amour véritable, respectueux, doux, si différent de la brutalité qu'elle a connue de ceux qui auraient dû la protéger, qu'elle aura des enfants, et à travers eux, la chance de briser le cycle de l'abus, de créer une nouvelle histoire pour sa famille, que chaque fois qu'elle serrera ses enfants dans ses bras, chaque fois qu'elle les protégera, chaque fois qu'elle leur montrera ce qu'est le vrai amour, elle guérira non seulement l'avenir, mais aussi son propre passé, peut être plus important encore. Je lui dirai qu'un jour,
elle se regardera dans le miroir, ne verra plus une victime, une survivante, mais simplement une femme complète, précieuse, digne d'amour, de respect, non pas malgré son histoire, mais en incluant chaque chapitre de celle-ci, des cicatrices qui se sont transformées en sagesse, ce que j'ai appris après tant d'années à porter cette histoire. S'il y a une chose que j'ai apprise en mes 26 ans de vie, c'est que la souffrance seule n'enseigne rien. C'est ce que nous en faisons qui détermine si elle nous détruira ou nous renforcera. C'est la manière dont nous l'affrontons, dont nous la traitons, dont nous la transformons, qui fait toute la différence. Pour ceux qui regardent cette vidéo, elle traverse votre propre vallée d'ombre. J'aimerais partager quelques leçons que la vie m'a enseignées. Elles ne sont pas de grandes révélations. Elles ne sont pas des formules magiques. Ce sont juste de petites vérités que j'ai collectées en chemin, comme quelqu'un cueillant des fleurs sauvages au bord de la route. Première leçon, le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il nous apprend à vivre avec elles. Il y a des douleurs qui ne disparaissent jamais complètement, des traumatismes qui restent avec nous sous une forme ou une autre pour le reste de nos vies. Mais avec le temps, nous apprenons à porter ces fardeaux différemment. Ils deviennent plus légers, moins invasifs, moins déterminants de qui nous sommes. Deuxième leçon, pardonner ne signifie pas oublier ou justifier pendant longtemps. Je pensais que pardonner à ma mère, à Monsieur Marchand, diminuerait d'une certaine manière la gravité de ce qu'ils avaient fait, disant que tout allait bien quand c'était clairement pas le cas. Mais avec le temps, j'ai compris que le pardon n'était pas pour eux. Il était pour moi, c'était lâcher le poids de la haine, de la colère, du ressentiment que je portais, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je méritais la paix. Troisième leçon, nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons. Quand je regarde en arrière, vois tout ce que j'ai affronté, tout ce que j'ai survécu. Parfois, je peux à peine croire que cette fille brisée, effrayée, et moi sommes la même personne. Nous avons tous en nous une force que nous ne découvrons que lorsque nous sommes poussés au-delà de nos limites, lorsque nous n'avons d'autre choix que d'avancer ou d'abandonner complètement. Quatrième leçon, ne sous-estimez jamais l'impact d'un acte de bonté. Madame Cécile n'avait aucune obligation de m'accueillir, de lutter pour moi, de me donner un foyer et une chance de recommencer. Elle l'a fait purement par compassion, par un sens de l'humanité qui transcendait tout devoir ou responsabilité. Cet unique acte de bonté a complètement changé le cours de ma vie. Nous ne savons jamais combien de vies nous pouvons toucher, combien de destins nous pouvons altérer avec un simple geste d'amour véritable. Cinquième leçon, la guérison n'est pas une destination, c'est un voyage. Il n'y a pas un point où nous pouvons dire voilà, maintenant je suis guérie. La guérison se fait par couches, par cycles, par spirales, qui parfois nous ramènent à des endroits que nous pensions avoir déjà surmontés. Et c'est normal. Chaque tour de la spirale nous trouve un peu plus forts, un peu plus sages, un peu plus bienveillants envers nous-mêmes. Sixième leçon, notre histoire ne nous définit pas, mais elle nous façonne. Pendant longtemps, j'ai essayé de fuir mon passé, de prétendre que cette fille abusée n'était pas moi, que cette terrible histoire était arrivée à quelqu'un d'autre.
Finalement, j'ai compris qu'accepter mon histoire ne signifiait pas être vaincu par elle. Cela signifiait reconnaître son influence sur la personne que je suis devenue, sans permettre qu'elle dicte qui je pourrais être. 7e leçon, la famille n'est pas seulement celle dans laquelle nous naissons, mais aussi celle que nous choisissons, que nous construisons tout au long de la vie. Ma famille de sang m'a trahi de la pire manière possible, mais j'ai trouvé une famille en Madame Cécile, en Jauge, dans les amis que j'ai faits en chemin, dans les enfants que j'ai aidés à la Maison Cécile. Les liens d'amour, de respect, de soins mutuels sont bien plus forts, plus significatifs que de simples liens de sang. 8e leçon, aider les autres à guérir, nous aide à guérir nous-mêmes. Chaque fois que je tendais la main à un enfant qui avait vécu des expériences similaires aux miennes, chaque fois que je voyais la peur dans leurs yeux progressivement remplacée par la confiance, l'espoir, une petite partie de moi guérissait aussi. Il y a une magie puissante dans la transformation de notre propre douleur, en quelque chose qui soulage la douleur des autres. 9e leçon, il est possible d'aimer profondément, même après avoir été profondément blessé pendant longtemps. Je pensais que je ne serais jamais capable d'aimer véritablement, d'être aimée, que j'étais trop brisée, trop abîmée. Mais l'amour trouve un chemin, il s'infiltre par les fissures, remplit les espaces vides, illumine les coins sombres, et quand nous nous permettons enfin de le recevoir, nous découvrons que nos cicatrices ne nous rendent pas moins dignes d'amour. Au contraire, elles font partie de la carte qui nous a conduits ici. 10e et dernière leçon, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Chaque matin est une nouvelle opportunité. Chaque souffle, une nouvelle chance. Tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de changement, de croissance, de transformation. À 10 ans, je pensais que ma vie était finie. Quand mon père est mort, à 20 ans, quand j'ai commencé à travailler au café, je pensais avoir enfin trouvé mon chemin. À 30 ans, quand j'ai fondé la Maison Cécile, je sentais que j'accomplissais mon but. À 60 ans, quand j'ai perdu Georges, je pensais que je ne retrouverais jamais la joie. Et me voici à 86 ans, apprenant encore, grandissant encore, découvrant encore de nouvelles facettes de moi-même dans le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre petit cœur, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour moi de savoir que mes mots atteignent des gens, que mon expérience peut, d'une manière ou d'une autre, illuminer le chemin de quelqu'un qui est maintenant là où j'étais autrefois. Et n'oubliez pas ce que j'ai appris après tant d'années à porter cette histoire. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que d'autres ont traversé des vallées similaires, ont retrouvé leur chemin vers la lumière, que nos histoires, peu importe à quel point elles sont douloureuses, peuvent servir de phare pour quelqu'un perdu dans l'obscurité. Je m'appelle Marie Payet, mais tout le monde me connaît comme Mamie Marie. J'ai 86 ans et c'est mon histoire, pas une histoire de victimisation, mais de victoire, pas de destruction, mais de reconstruction, pas de désespoir, mais d'espoir. Et s'il y a quelque chose que je souhaite laisser comme héritage, c'est la certitude que peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours. Une pause, un souffle.